Bonjour à tous, ce lundi glorieux aujourd'hui, puisqu'on est le 30 novembre. Le dernier jour du mois de novembre. Le dernier jour du mois, et dans une semaine, c'est mon anniversaire. Super ça. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Automatiquement, je me souviens de ce lundi, et je m'en souviendrai lundi prochain, ce sera le retour des élections. Là, il y aura moins de ricanements, peut-être plus de ricanements ou des pleurs. Enfin, on sait pas ça encore. dépend pour qui, Dani. On verra. Bonjour Céline. Bonjour Dani. Vous êtes de retour pour combien de jours? Pour un petit moment, j'espère. Bon, ben tout va bien. Je vous salue, chers téléspectateurs, vous de vous retrouver ce lundi. Vous avez vu, Céline est en pleine forme, moi aussi. J'imagine que notre chroniqueuse qui est là aussi, en train de se faire une dernière beauté, elle est en super forme aussi. Je vais parler de notre amie Catherine Gustave pour la chronique entreprise, bien sûr. Manager au féminin, elle va en parler tout à l'heure. Et puis notre invité aussi est là, il s'appelle Jacques Lurel. Oui, c'est un nom, bon bref, on va en parler tout à l'heure. Voilà un petit peu de quoi on va en parler tout à l'heure, puisque le deuxième invité a fait défaut. En attendant, Céline, les titres du journal, on redevient sérieux. Dans les titres de ce lundi 30 novembre, alors que 150 chefs d'État sont réunis aujourd'hui à Paris, on en parle beaucoup pour trouver un accord sur le climat dans le cadre de la COP 21. Les Outre-mer sont plus que jamais concernés, bien sûr, par ces enjeux climatiques. Nous entendrons la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, revenir sur cette question dans notre journal. Et puis le Téléthon se déroule, lui, cette année, les 4 et 5 décembre, le week-end prochain. Donc, la ville de Petit-Bourg a anticipé un petit peu sur cette échéance cette année et a organisé une série de manifestations. Ça se passait samedi sur la place de la mairie. Nous reviendrons un petit peu sur ces nombreuses activités. Et puis, Dani, qu'on vous connaît cinéphile, mais est-ce que vous êtes cynophile? Bon, je suis phile, on va dire. En tout cas, les cynophiles, ils étaient nombreux ce week-end au Vélodrome de Bémao. En effet, se tenait la 6e édition du Salon Canin de la Guadeloupe. Près de 300 toutous étaient inscrits, Dani, pour ce rendez-vous. Oui, presque, on peut dire ça. Oui. Voilà un petit peu pour le journal, du sérieux alors, et du un peu plus léger. Ce matin, il y avait à l'aéroport de Pointe-à-Pitre l'ouverture d'un point de presse du CTIG. Nous aurons l'occasion d'y revenir tantôt, sinon bien, nous sommes en pleine campagne et c'est la raison pour laquelle j'ai invité M. Lurel ce midi avec nous. Bonjour M. Lurel. Bonjour, bonjour Danick. Alors, je vous ai invité parce que vous avez eu un passé médiatique très important, parce que vous avez été à la création d'une radio qui s'appelait Radio Contact dans le temps. Radio Contact. Oui, c'est ça? Non, pas du tout. Radio Magique. Radio Magique, pas Radio Contact. Radio Contact, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, quelqu'un d'autre. Surtout pas en cette période. Radio Magique. Et puis, il y avait même un projet de télé magique. Oui. Oui, qui n'a jamais abouti. Pourquoi? Oh là là. On pourrait parler de pas mal de choses concernant Télémagique, mais enfin qui n'a jamais abouti. Tout simplement qui s'est retrouvé, je dirais, un peu freiné, pour utiliser une expression très locale. Tout simplement parce que c'était un projet de télévision interrégionale, pour que l'on comprenne très bien. Vous avez plusieurs télévisions sur le plan local, télé en Martinique, télé en Guyane, télé en Guadeloupe. Oui. Et moi, j'avais sollicité une télévision interrégionale, c'est-à-dire pouvant... ambitieux peut-être? Non, pas du tout, parce que j'ai obtenu les moyens. Vous savez, arrivé devant la commission des finances, des fonds FEDER et FSE, j'ai pu présenter le projet et obtenu 3 776 076 €, un chiffre très important. Et ensuite, on m'a demandé tout simplement d'attendre, parce que la politique s'est mêlée à cette opération-là. Et je crois qu'on n'a pas très bien compris sur le plan politique, parce qu'on évite en quelque sorte à ce que les compatriotes d'outre-mer et en général des Antilles d'Amérique puissent discuter en un temps X en même temps. Vous voyez ? Et c'est d'où le fait que vous avez, par exemple, au niveau des radios, RCI Guadeloupe, RCI Martinique et RCI Guyane. Je pense que vous avez un passé politique important également, donc vous devriez comprendre pourquoi on a une sorte d'énergie, et en nous mettant en synergie, nous risquons d'être très dangereux. Et j'avais pu faire comprendre l'intérêt de ce projet de télévision interrégionale, Télémagique, en disant que nous sommes dans une zone qui est une zone donc cataclysmique, et qu'il nous fallait pouvoir réagir en un temps record ensemble.
Donc j'ai pu tout de même... Ce sont des raisons normalement qui sont bonnes qui auraient pu favoriser la création de cette télé? Non, pour moi c'est en stand-by. Parce que je me suis organisé pour ne pas perdre nos moyens financiers. Ça fait quand même ça fait déjà une dizaine d'années. Ça fait une bonne dizaine d'années. Vous savez que je me suis organisé pour la loi quadriennale et consorts. Rassurez-vous, je suis derrière. Avec la volonté des autres. Et si Dieu me donne vie, oui. D'accord. Mais je ne m'inquiète pas de ce côté-là. L'autre aspect, c'était Radio Magique qui a aussi disparu dans la foulée. Mais c'est tout à fait normal parce que, bon, vous savez, quand vous gênez, surtout à l'époque, Danick, il faut bien expliquer les choses, j'ai commencé la radio libre à Paris, avec Radio Magique Internationale, du temps de Voca, où j'étais animateur. Et nous avions fait quelque chose qui a un peu effrayé parce qu'on a eu, si vous voulez, des groupes d'Antillo-Guyanais qui ont débarqué à Paris et qui ont donné naissance à Voca en organisant une grande marche qui fut la première marche des compatriotes d'outre-mer. Vous en êtes témoin, vous aviez été là à ce moment-là, probablement, à l'époque du temps de Georges Faisan et consorts. Et j'avais donné à l'époque la cave de mon commerce à Radio Voca, de manière à ce que Radio Voca puisse exister. Et de là, bon, comme les gars étaient très politisés, donc ils bougeaient assez souvent, c'est de là que m'est venue l'idée de Radio Magique Internationale. Et avec le matériel de Radio Magique Internationale sur Paris, c'est nous qui avons fait reconnaître la marque DB Electronica, légalisée DB Electronica, qui est une marque italienne. Nous avions donc installé la Radio Magique à Basse-Terre. Vous savez ce que nous avons fait comme travail. Et ça a gêné un peu, parce qu'il ne fallait pas, à cette époque-là, faire l'information de la manière dont nous la concevions. Je me suis retrouvé devant de très gros problèmes, mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'on m'a demandé de chiffrer depuis la fermeture de Radio Magique. Ça date déjà, ça fait plus de 25 ans, à nos jours. Et on m'a bien fait comprendre que c'était non seulement mon travail, mais que c'était certes un outil de travail et qu'il fallait que je demande le dédommagement parce que l'huissier qui est venu faire cette sorte de saisie que nous avions constatée a déclaré avoir 25 ans après vendu le matériel de la radio. On lui a demandé ce qu'il a fait avec l'argent. Bon, ben, vous savez, vous imaginez ce qu'il a pu faire avec. Et de là, maintenant, nous sommes au stade où on doit passer au dédommagement. Alors, voilà. Une dernière question sur les questions du paysage audiovisuel, et puis on va passer à autre chose. Puisque vous avez été homme de médias et que 20 ans après, 25 ans après, vous êtes toujours présent, quel est le regard que vous jetez sur le paysage audiovisuel guadeloupéen aujourd'hui? Enfin, il est même caribéen, puisque aujourd'hui on nous voit en Martinique, en Guyane, même en France, donc c'est au-delà même de la Guadeloupe. Quel est le regard que vous jetez sur le paysage? Heureusement qu'il est caribéen, je dirais même, il est international pour les chaînes de radio, de télévision qui sont relayées par Internet. Heureusement. Et je peux vous dire que nous avions fait des essais dernièrement pour Radio Magique Internationale. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la fierté que j'ai eue en étant à Dakar et en écoutant les programmes de Radio Magique Internationale, alors que les gens ne savaient pas finalement, mais nous faisions nos tests. En Haïti également, c'est pareil. Et quand je vois que vos programmes, par exemple, de Canal 10, sont diffusés sur des réseaux à Paris, je dis que nous avons fait un grand pas. Mais notre problème, un très grand pas d'ailleurs, c'est que nous ne sommes pas suffisamment accrochés à l'esprit professionnalisme. On doit se dire avant tout qu'une émission de radio, une émission de télévision, ça se prépare, ça se travaille. Donc il faut qu'il y ait des décors, des mots précis. Tout doit être bien fait parce que c'est notre image. Avant tout, c'est l'image de la Guadeloupe. Je vois l'évolution qu'il y a chez vous et je tire mon chapeau. Je sais comment ça a démarré puisqu'à l'époque, avec M. Rodriguez, j'étais en Guyane.
J'essuyais les plâtres, je dirais, dans le domaine audiovisuel, et j'étais son correspondant alors que sa radio était installée en Dominique, à Roseau. Donc c'était radio à l'époque Jumbo. Donc on a vraiment progressé, mais on est encore trop dans le petit contexte de Mathieu Vu, quand on regarde bien les programmations, il y a toujours cet aspect de l'émission que je faisais à l'époque du Lélec, encore mal parlant, et c'est bien dommage, ça doit être un peu plus raffiné, plus, disons, professionnel, quoi. Mais sinon, on évolue bien. Et vous êtes satisfait de ce qui se fait? Vous êtes satisfait de ce qui se fait? On n'est jamais satisfait, parce que, bon, quand on cherche, on est professionnel, et attaché au professionnalisme, on se dit ah non, il faut travailler encore. D'accord. Alors, vous êtes ici aussi parce que bon, vous avez un nom qui, comme je disais tout à l'heure, qui se fait connaître de plus en plus, particulièrement dans cette période. Alors, est-ce que vous êtes venu ici pour défendre Victorien Lurel? Je ne défends personne, donc personne ne m'a demandé d'ailleurs. Je vous dirais mieux. Je vous donne un scoop. Vous avez été politique quelquefois. Je vous donne un scoop. Mais on pourrait en parler, oui. Danick, c'est une expérience extraordinaire. Vous savez, je me suis retrouvé en politique tout simplement parce qu'un beau jour, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, mais qui n'existe plus d'ailleurs, qui vendait à l'époque une grosse marque de véhicules ici, que vous aviez connu, qui était un homme à cran, m'avait demandé de venir pour m'occuper de la campagne électorale d'Édouard Balladur, qui était Premier ministre à l'époque et qui espérait être président de la République. Je leur ai dit, je veux bien, à une condition, si vous me payez mes honoraires, pas de problème, je pourrais faire le travail. Bon, j'ai tout de même discuté, et puis ils ont compris que je tenais à être consultant tout simplement. Donc j'étais responsable de communication et attaché de presse pour cette campagne électorale. J'ai reçu mes sous, parce que c'était monsieur Louis-Constant Fleming qui était responsable des finances. Il m'a très bien payé, sans problème. Et j'ai obtenu également un mot de félicitations de M. Balladur. Et par la même occasion, je vous dirais que Mme Lucette Michaud-Chevry est venue également me féliciter, me disant que j'avais bien fait mon travail. J'ai assumé. Ensuite, la personne en question m'a demandé, m'a lancé un défi en me disant est-ce que tu pourrais aller contre Lucette à Basse-Terre, parce qu'elle était ministre à l'époque, elle était ministre de Balladur, et elle a fait un petit coup fourré à Balladur. Bon, vous savez, vu mes relations et puis le fait de vouloir aussi se mesurer, voir jusqu'où on peut aller, donc j'ai dit oui, si vous payez les choses, si vous payez les frais, il n'y a aucun problème. Et en l'espace, parce que j'ai pris mon temps, j'ai bien mesuré avant d'y aller, d'une semaine, j'ai pu faire une liste pour les élections à Basse-Terre. Et un de mes amis de longue date, que vous connaissez, qui est commerçant à Pointe-à-Pitre, pas Pointe-à-Pitre, Anse-Bertrand, qui m'avait demandé, que j'ai connu avec les fêtes patronales, et qui m'avait mis dans un circuit de fêtes patronales, parce qu'il faudrait dire qu'à cette époque-là, c'était les indépendantistes qui voulaient prendre les choses en main, et qui avaient demandé au maire de se mettre de côté, parce que ces gars-là venaient présenter les fêtes patronales avec leurs bandeaux bleu, blanc, rouge, leur écharpe. Donc ça faisait un genre qu'ils n'appréciaient pas. Et j'étais en quelque sorte le premier animateur à me retrouver sur un plateau, remplaçant le maire qui venait, chers électeurs et consorts, et là c'était vraiment de l'animation. On pourrait parler d'un tas de choses, du gros cas qu'il ne voulait pas voir parce que c'était un vieil nègre. Enfin bref. Et ce gars-là, Christian Brécor, pour ne pas le citer, me dit dans son bureau, aux Abîmes, il avait un bureau aux Abîmes, on va faire élection à Basse-Terre, souper au régional. Je dis, mais pourquoi? Quelqu'un peut chez moi au régional? Sous quoi mon bureau, au cas payer grosso modo 400 francs, 4000 francs de téléphone bon moi, pas de problème, je vais demander qui ça, je vais montrer un fond bidon. Mais non, j'ai coupé ni temps comme ça. On dit, mais Christian, à mon condition, dire, vous voulez prendre mon défi. Et bien, je vais faire une liste, et que météo,
juste après moi, et Kevin voit le lundi matin, il faut qu'à 9h au plus tard, on signe. Si on pas signé à 9h, ben, on va faire ça, on qui quitte, on prend notre monde en place. Et c'est ainsi que j'ai présenté une liste régionale. Bon, j'ai eu tout de même un article de France Antilles qui disait que c'était bien équilibré. Et ça m'a permis Non, mais attendez, j'ai d'abord, il faudrait le dire aussi, j'ai demandé à mes colistiers de ne pas se présenter parce que je savais comment se passaient les choses. Après, lorsque vous allez dans ce genre d'élection, vous recevez des coups après. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez être élu, demandez au moins à 5 membres de votre famille de voter pour vous. Si vous le faites, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis allé, bon, ben, j'ai fait un nombre qui m'a permis de voir quelle était ma cote de popularité, en quelque sorte, et je ne regrette pas. Et vous savez, Danick, que ça effraie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos politiques me suivent et ils ont extrêmement peur. Même quand ils discutent entre eux, ils oublient que je suis journaliste, j'ai ma carte de tout. Ils font toujours très attention, mais je pointe toujours l'oreille pour obtenir les informations qui sont nécessaires. Est-ce que vous êtes venu défendre? Je vous ai dit que personne ne me demande de défendre et je ne défends personne. Donc s'il fallait parler de Victorin Lurel, qui est de la famille très proche, je pourrais parler de lui. Qu'est-ce qui m'empêcherait de parler de lui? Paris m'a même recommandé auprès de Lucien Bernier. Je suis allé voir Lucien Bernier avec une lettre qu'on a pu me donner et je lui ai dit, on m'a donné une enveloppe pour toi, là-dedans il y a une enveloppe qui te concerne et il y a une copie de ta lettre. Mais je crois comprendre de quoi il s'agit. Mais je veux bien et je te montre bien que j'ouvre donc ce courrier devant toi. J'ai pris l'enveloppe qui concernait monsieur... Bernier, je lui ai remis l'enveloppe. Laurent Bernier, oui. Et j'ai lu en même temps que lui la copie qui m'était destinée. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, je crois comprendre ce qui est en train de s'organiser en Guadeloupe. Je voudrais tout simplement que tu me dises que c'est un attrape, que ce n'est pas une question d'attrape-migo, une organisation autour d'une certaine personnalité. On dit, pas d'un combina. On dit, Laurent, souviens-toi d'une chose. Avec Radio Magique, tu m'as fait une certaine farce pour le projet de télévision. Et je t'ai dit, tous les matins, lorsque Carazeo, il faut changer moins, Roland. Est-ce qu'on a changé ça? Alors, tu as 48 heures pour répondre. Et si en 48 heures, pas répondre moins, et qui considérait un pas d'invité à autres. Merci pour l'instant, Jacques Lurel. On va passer aux infos. On vous retrouve tout à l'heure pour parler de 2 mots quand même sur Téléhuma, puisque principalement c'est votre cheval de bataille en ce moment. Il est 12h50 le temps pour Céline qui est revenue en forme. En forme de quoi, Danick? En forme de Céline. Voilà. Alors on continue avec les infos, je vous le disais dans les titres, on parle COP21 bien sûr, alors que 150 chefs d'État sont réunis depuis aujourd'hui à Paris pour trouver un accord sur le climat. Les Outre-mer sont plus que jamais concernés par ces enjeux. D'ailleurs, pour rappel, en préambule de la COP21, le président Hollande a reçu la semaine dernière les représentants des pays du Pacifique dans le cadre du 4e sommet Franco-Océanie. On revient avec Georges Paul-Langevin, la ministre des Outre-mer, sur ces enjeux climatiques qui concernent les Outre-mer. Le reportage est signé Maurice Cessé. Pour laquelle nous avons élaboré un petit document où nous pouvons... on a repris un colloque qui a été fait et nous avons repris beaucoup d'éléments qui montrent les solutions que nous avons trouvées, expérimentées dans les Outre-mer. Et je crois que ce document sera disponible dans notre stand à la COP21 et permettra aux passants, aux personnes intéressées, de voir que dans les Outre-mer, eh bien, nous pouvons apporter des réponses aux questions qui se posent pour le réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables. Donc voilà, je voulais aussi me féliciter de la mobilisation des jeunes. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il était important que vous soyez sensibilisés, puisque après tout, si on ne se soucie pas du développement durable, et donc si à la fois on accumule les déchets et si on réchauffe l'air, eh bien c'est vous qui allez vivre dans ce monde qu'on va vous laisser, qui aura été abîmé. Alors
Alors c'est une excellente initiative pour nous d'être reçus par la ministre aujourd'hui, pour l'association aussi Collectif Jeunesse Guadeloupe que je représente également. Une belle initiative, une très belle manifestation qui a bien commencé et on a hâte de voir la suite. Après cette réunion avec Madame la ministre des Outre-mer, je me dis, en tout cas la délégation martiniquaise se dit qu'effectivement nous sommes pris en compte. Effectivement, il est vrai que nous avons été choisis pour pouvoir représenter la Martinique à la COI 11, donc la conférence des jeunes sur le climat. Nous avons été contents de savoir que nous n'étions pas les seuls et que nous ferions partie de la délégation Outre-mer avec des jeunes effectivement de Polynésie, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Guyane, etc. Et pour nous, c'est une bonne chose. Je dirais effectivement une reconnaissance, la reconnaissance en fait de notre engagement, de notre implication par les dirigeants de notre pays. Donc en fait, à la suite de cette petite conférence avec Madame la ministre, donc mon sentiment c'est qu'en fait, on nous rassemble nous les jeunes pour la COI 11. Et donc en fait, on nous rassemble nous les jeunes pour la COI 11 et le fait d'avoir cette conférence avec Madame la ministre, on a un peu plus le sentiment qu'en fait notre voix sera entendue parce que après la COI 11, il y aura la COP 21, donc en fait tout ce qu'on a pu dire à la ministre, elle pourra encore appuyer plus sur le projet, tous les projets qui seront en cours par rapport liés au réchauffement climatique et du coup essayer de trouver des solutions parce que nous les jeunes on a pu apporter quelques pistes peut-être à travers tout ce qu'on a dit, mais en tout cas on a pu aussi un peu parler de nos ressentis, de cette répercussion au niveau de nos territoires et donc peut-être, pourquoi pas, elle portera encore plus nos projets un peu plus loin. Voilà, si vous êtes dans l'attente d'un colis ou d'une lettre, sachez que les postiers du centre courrier de Pointe-à-Pitre sont en grève illimitée à compter d'aujourd'hui. Ils dénoncent notamment la réorganisation du centre qui suppose notamment la suppression de quelques 12 postes. Voyons ce sujet, il est signé Nicolas Hachi. Le centre courrier Bergevin, il a besoin de supprimer 26 postes. Nous pas d'accord. Ces postes-là, ça c'est les lettres. Et les UDPNA, c'est les prospectus. Alors nous pas d'accord, il y a besoin de supprimer tous les PNA. Et au niveau lettres, on est à 18 facteurs, ils veulent supprimer 10, sinon on reste 8. Alors population, là, parce que si on comprend le problème là, nous là on est 18 facteurs lettres. Il y a supprimer les 10, car était 8. Alors, à pas de double travail, nous c'est que triple travail, plus les PNA si nous. Alors, on a pensé que les replacer la direction, la population, il y a que comprendre les revendications nous, parce que nous pas d'accord à aussi supprimer les 26 postes qui après Tapit Bergevin. C'est 26 positions de travail qui a supprimé sur seul site, nous avons seul site, après avoir supprimé 14 à Paul-Caraïbe, il y aura revenu pour supprimer 26 positions à Pointe-à-Pitre Bergevin. Nous rencontrons à deux fois, les mercredis 25 et le jeudi 26 novembre. Nous butons sur un seul point. Le maintien de l'UDPNA qui a comporté 14 positions de travail. Nous allons répéter, qui côté en Guadeloupe, il y a supprimé 26 positions de travail. Nous, sur Pététégois, nous avons dit que c'est inconcevable. Nous péquons laisser faire en économie et à un critère social qui est assez difficile. Et avec 63% de jeunes qui sont au chômage, nous avons dit nous péquons accepter ça. C'est trop. Aujourd'hui, la Poste se trouve devant une situation compliquée. Nous avons, de manière très concrète, perdu 35% de notre trafic courrier depuis 6 ans. Donc on est dans une situation assez préoccupante en Guadeloupe et de manière nationale. Ce que nous faisons à la Poste, de manière assez rationnelle, c'est que nous adaptons notre organisation au trafic réel. Mais nous ne procédons en aucun cas à des suppressions d'emplois, à des licenciements ou à quelconque plan social. Nous allons répartir le travail sur un nombre de positions de travail différents, effectivement. Mais en même temps, nous embauchons parce que nous avons besoin d'embaucher. Parce que notre personnel, aujourd'hui, se trouve avec des difficultés, je dirais, d'aptitude physique. Et nous avons un certain nombre de personnels en excédent qui se retrouvent inemployés. Et il nous faut faire recours à de l'embauche de personnel, je dirais, qui a toutes les aptitudes pour répondre au métier de la distribution. Et nous allons embaucher. Donc aujourd'hui, un facteur doit distribuer des lettres, des colis, de l'imprimé publicitaire et rendre des services. Et c'est le point d'achoppement, je dirais, important, bien que ce ne soit peut-être pas le point d'achoppement qui soit mis, je dirais, en exergue, dans le cadre des tracts ou du mouvement d'humeur, c'est plutôt une adaptation à une activité normale qui pose problème. Voilà.
Et puis en bref, à quelques jours du premier tour des régionales, ce sera donc dimanche. La politique se met à toutes les sauces en ce moment et même en mode bouillon. Hier soir, dans les rues de Goyave, c'était en amont d'un meeting d'un des 10 candidats, on ne vous dira pas qui. Et ça marche, les jeunes étaient au rendez-vous. Vous allez le voir, Danick, sur cette vidéo. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Pour la musique ou pour la politique, du vrai bouillon. Pour la musique ou pour la politique, alors on ne sait pas ce qui a motivé tous ces jeunes, mais en tout cas, ils étaient dans la rue, ça bouillonne. On regarde. Voilà, la musique, ça marche toujours pour attirer les foules. On va prendre une page de publicité rapidement et puis on revient avec nos invités et puis la chronique de Catherine Gustave, la chronique entreprise du lundi. À tout de suite. On continue avec notre invité, Danick. Oui, avec Jacques Lurel, qui est le concepteur d'un projet appelé Téléhuma dans les Outre-mer, la Grande Caraïbe, l'Europe et l'Afrique. Téléhuma, peut-être faut-il rappeler en gros l'objet même de ce concept. Alors, vous veniez de me poser une question concernant Télémagique. Oui. Pour garder le bénéfice de certaines choses, il faut rester en action et dans la continuité de l'opération. On peut considérer Téléhuma une des productions de Télémagique. Administrativement, les documents sont à jour. La société qui a monté le projet de Téléhuma, Télémagique, est toujours d'actualité, en sommeil, en règle tout de même avec les instances. J'ai pensé donc à Téléhuma en me disant qu'on doit systématiquement participer à l'économie du pays. Et c'est ainsi que j'ai pensé à cette entraide envers les porteurs de projets, créateurs d'entreprises pour l'emploi. En me tablant sur une chose, la réussite du Téléthon. Je me suis dit, mais le Téléthon représente en quelque sorte, labellise la science, la recherche. Et le Téléthon a pris naissance avec le sida au moment où on cherchait en quelque sorte une solution pour le sida. Pourquoi ne pas trouver la solution de l'emploi dans le Téléhuma et en proposant un projet qui serait pratiquement identique à l'opération Téléthon. Et c'est ainsi que j'ai lancé le Téléhuma. Et en arrivant à France Télévisions, le PDG de France Télévisions que j'ai rencontré à l'époque et qui n'y est plus me dit, mais chapeau, votre projet est d'envergure internationale puisque vous me parlez déjà de chaînes de télévision africaines et je lui avais parlé de Télésud. Alors donc ça nous arrange parce que le Téléthon est national. Savez-vous que c'est national? Je lui ai dit non, je pensais que c'était international. Il me dit non, c'est national, nous avons un contrat d'exclusivité nationale. Et ça me permettra de défendre donc au niveau... donc si je comprends bien, le Téléhuma sur un Téléthon tropical. C'est pas tropical, international, je viens de le dire. Alors dès cet instant-là, je me suis dit, bon ok d'accord, il faut être le globe-trotter du Téléhuma de manière à avoir des devises à l'international et puis comme l'emploi, le chômage c'est l'affaire pratiquement de tout le monde, donc ça sera bien plus intéressant et faire une sélection au niveau des projets. Dans Téléhuma il y a humanitaire quand même. Oui, dans Téléhuma il y a humanitaire parce que à l'époque je faisais la navette entre la Guadeloupe et
principalement Haïti et la Guyane. Donc comme nous avions déjà des projets qui étaient lancés en Haïti, et il y avait toute cette mise en place politique, parce que Haïti a changé son mode de vie. Et quel type de projet, par exemple, en Haïti Alors, on a un terrain, 22 hectares de terrain, pour une base de, je dirais, à l'effigie du projet Ville Caraïbe que nous avons, une base de prévention de cataclysmes en Haïti. Et ce terrain-là, c'est-à-dire de surveillance, un petit peu de surveillance et autres, où nous voulions faire une base, nous tenons toujours à faire, je dirais, une cité balnéaire, quoi. Et ce projet a été enregistré à l'époque au ministère de l'Intérieur. Donc les choses suivent leur cours et il faut parallèlement chercher les partenaires financiers. Et on s'est retrouvé dans une grosse campagne politique. Haïti vient de suivre 5 élections d'affilée, d'où l'élection présidentielle qui s'achèvera donc le 27 de ce... Donc il a fallu entre-temps que... Le 27 décembre. Entre-temps que j'internationalise le Téléthon, Téléhumain, tout en tenant compte des projets déjà inscrits au niveau d'Haïti et par la même occasion que j'arrive à faire évoluer le Téléhumain. Ainsi, donc, il fallait mettre en place différents comités, rencontrer des personnalités politiques de tous bords, de façon à ce que les choses prennent de l'ampleur et soient reconnues. Et c'est ainsi que nous avons actuellement tout de même 11 territoires africains qui s'intéressent au Téléhumain. Et ne pouvant pas le faire seul, donc j'ai pensé à des ambassadeurs qui iraient... Et des ambassadrices aussi. Et des ambassadrices aussi. Miss et Mister Téléhumain. Donc, alors, d'après ce que je lis, l'élection de Miss et Téléhumain nous permettrait d'avoir des gentlemen ambassadrices. Elles devront mesurer entre 1,68 m et plus. Vous me regardez, Dani. Je vous regarde comme ça, nous allons avoir une bonne élocution et culture générale, bilingue. Jusque-là, ça va. Jusqu'ici, ça va. Appréciant la mobilité, ça va aussi. Ça va aussi. Et rencontrer des gens de toute origine et couche sociale. Voilà. Je pense que ça peut séduire pas mal de jeunes, effectivement. Absolument. Et j'ai demandé... Vous n'avez pas dit l'âge, par contre. Il y a une moyenne d'âge. Non, à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans. Voilà. Des jeunes. Mais attends, j'ai échoué au dernier moment. La dernière marche. On essaiera avec Catherine tout à l'heure. J'ai trébuché. Alors, donc ce projet de Miss Téléhumain, visiblement, ça va se lancer tout de suite, mais c'est sur une année, c'est ça? C'est sur une année. Oui. Sur une année, on demande à ce que ces gens-là aient un contrat d'avenir par la même occasion. Oui. Parce que le contrat d'avenir, c'était un projet que nous avions lancé à l'époque, en 2005, du projet de télévision en question Téléhumain. D'accord. Alors, concrètement, parce que vous savez que dès qu'il y a des Miss et des Misters, ça bouillonne beaucoup sur les Facebook et compagnie. Alors, où est-ce qu'on peut vous contacter ou s'inscrire pour être de même Mister ou Miss? On m'envoie un mail, mais en général, chaque territoire représentatif a donc un représentant pour l'opération Téléhumain. Pour la Guadeloupe, c'est pareil. Alors, c'est pareil. Pour l'instant, on m'envoie un mail à jacquiejacques.lurel@hotmail.fr. Avec photo ou sans photo? Toujours avec des photos pour une présélection. Mais il y a d'abord une équipe qui va sélectionner dans un premier temps les candidats. Donc il y aura un pré-casting, on peut dire ça comme ça? Un pré-casting. Qui se fera en Guadeloupe? En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et après, on a l'élection. Jacques Lurel, vous aurez l'occasion de venir avec le Miss et la Miss Téléhumain. Ou alors le représentant de, comment dirais-je, la région Guadeloupe viendra avec le Miss et Mister. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Et puis, c'est à moi de vous remercier. On continue sur l'info, il est déjà 13h11. Et donc, Céline, ça continue pour l'info. On dit un mot de sport et de natation. En l'occurrence, le mémorial Jérôme Bépo s'est tenu ce week-end à la piscine intercommunale de Dugazon aux Abîmes. Et une de nos équipes a plongé. Bien sûr, on regarde ces images. Au niveau de la natation guadeloupéenne, il est relativement bon. Dans la limite où, au bout d'un certain niveau, on a beaucoup de nos jeunes qui quittent l'île pour aller s'entraîner dans des pôles métropolitains où ils peuvent plus facilement avoir de bonnes conditions d'entraînement
notamment en matière d'espace de ligne d'eau et de bassin, et où effectivement en métropole on a plus de choix pour continuer sa formation universitaire notamment. Voilà. Et sinon, on fournit en permanence des structures et des pôles, et on retrouve ces nageurs, Toulouse, Font-Romeu, etc., en équipe de France A, comme Joris Bouchot, Ganesh Pédurand, etc. Aujourd'hui, il s'agit de la 4e édition du mémorial Jérôme Bépeau. Alors, en la mémoire de Jérôme, qui était effectivement à la fois nageur classique et en nage avec femme effectivement au club depuis ses toutes premières années, donc l'âge de 3 ans. Et c'est tout naturellement qu'on a voulu effectivement rebaptiser ce spécial sprint Mémorial Bépeau. L'ensemble des clubs de la Guadeloupe ont répondu présent, donc on compte 6 participants en termes de clubs. Et on est effectivement un peu plus de 170 nageurs pour à peu près effectivement 280 engagés. C'est une compétition à la fois qui est importante. C'est la première compétition en bassin de 50 de la saison. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est quand même aussi qualificative pour les Benjamins, pour effectivement les Carifta Games qui auront lieu effectivement au mois de mars. Donc les choses sérieuses commencent avec ce rendez-vous d'aujourd'hui et qui pour certains des nageurs effectivement va se poursuivre demain. Voilà, 13h13 dans le ZCL et on passe à notre chronique entreprise, Annick. Qu'on retrouve, bonjour Catherine. Bonjour Annick, bonjour Céline. Ça va? En forme? Je vous vois rayonnante. Oui, très bien, très bien. Ça doit être intéressant d'être de manager au féminin. Mais écoutez, c'est ce qu'on va voir. Hein. Oui. Donc sachez qu'aujourd'hui, 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Donc il y a 15 ans, elles représentaient seulement 18% des entrepreneurs. Donc ça monte en puissance. Il y a eu une évolution. Pourtant, on ne peut pas dire que ce chiffre est la preuve que les efforts de l'État pour pouvoir renforcer l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ont payé. Donc Danick, est-ce qu'il existe un management au féminin? Alors c'est la question que je me posais, quand on voit un peu le panorama industriel et managérial de la Guadeloupe particulièrement, où il y a de plus en plus de femmes et de jeunes femmes qui sont chefs d'entreprise, je me posais la question, est-ce qu'elles ont quelque chose en plus que les hommes? Alors, il faut savoir qu'un manager est avant tout un manager. Donc, qu'il soit un homme ou une femme, il ou elle, faut faire le job. Oui, il ou elle cherche d'abord à atteindre ses objectifs et à être efficace. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Mais dans la pratique, il semble bien exister une façon féminine d'exercer le pouvoir et l'autorité. Donc, en fait, on les dit souvent plus subtils. Peut-être. On le dit aussi. C'est pas des mains de velours dans des gants de fer ou l'inverse? C'est une métaphore. C'est aussi une métaphore intéressante parce que les femmes savent qu'il faut souvent se surpasser et de très loin. Il faut souvent surpasser les hommes et vraiment de très loin. Et surpasser leurs préjugés. Voilà, pour être retenus. Voilà, je suis bien entouré, là. Ah, vous êtes entre deux féministes là, vous êtes mal barré d'Annick. Oui. Donc vous êtes pris en sandwich. Donc faites bien attention à ce que vous allez dire. Oui, je fais attention là, sur la corde raide. Bon, allons-y. Alors en fait, les femmes savent qu'il faut souvent surpasser de très loin les hommes pour être retenues à un poste, entendu et remarqué. Donc ce qui les pousse en général à faire beaucoup mieux que leurs homologues masculins, à être plus productifs, plus engagés dans leur travail. Donc globalement, Danick, on observe que les femmes managers sont plus attentives aux besoins des autres, plus concrètes, plus proches de leurs équipes, davantage conscientes des réalités, du sens du détail et plus exigeantes. Elles sont zéro faute, les femmes managers. Alors, sans défaut, sans aucune remarque, tout va bien. Écoutez, en tout cas, certaines études tendent à démontrer que le management au féminin est un nouvel atout en ces temps de crise, Danick. D'accord. Voilà. Donc c'est bien intéressant. Oui, je suis là. Pourquoi? Parce qu'une femme se pose sans cesse des questions. D'accord. Elle pense toujours qu'elle pourrait faire mieux. Donc cette remise en cause permanente associée à sa capacité à s'ouvrir, à s'adapter et à appréhender plus facilement un environnement complexe sont des valeurs sûres en temps de crise. Donc les femmes sont en général plus intuitives, plus habituées à gérer plusieurs vies en même temps. Donc elles ont beaucoup moins peur de la crise. Plus habituées à manager par où? Prenez un petit peu la phrase, plus adaptées à manager quoi? Alors mon cher Danick, donc les femmes sont en général plus intuitives,
habituées à gérer plusieurs vies en même temps. Plusieurs vies d'entreprise, j'imagine. Plusieurs vies, donc familiale, vie familiale, personnelle, vie sociale, privée. vie personnelle, donc plusieurs casquettes. Festives. Parce que les hommes ne font pas ça. D'accord, continue. Donc les femmes ont moins peur de la crise. Question d'habitude. Car vous savez bien, Danick, Céline également, qu'au cours de sa vie, une femme est confrontée à des crises très importantes. La maternité. D'accord. C'est une crise, la maternité. L'accouchement, oui. D'accord. C'est un bouleversement. La maternité, l'accouchement, la ménopause. Donc ce sont d'énormes bouleversements. Ce sont des crises. D'accord. Je sens un certain cynisme chez vous. Non, j'apprécie le management féminin, là. Je découvre. C'est une véritable radioscopie, ça. Hein. N'est-ce pas? Mais cependant, Danick, faites attention. Il faut veiller à tordre le cou à certaines idées reçues. On va les tordre. Je vous vois venir. Oui. Non, ne me voyez pas, je ne suis pas encore arrivé. Allons-y. Donc on dit souvent, Céline, que les femmes ne savent pas diriger. Eh bien, c'est complètement faux. Ça, non, ça, je ne peux pas le dire.